Bonjour à tous. Bonjour Madame Martine-Serre, bonjour Monsieur Thierry Caquet, bonjour Cécile Bitoun. La organise aujourd'hui un webinaire intitulé Les solutions fondées sur la nature, un programme national de recherche copiloté par le CNRS et l'INRAE. Les solutions fondées sur la nature, ou SFN, sont des approches de protection, restauration ou gestion des écosystèmes avec des impacts positifs sur le plan sociétal, environnemental, économique, biodiversité. Le 5 avril dernier, un programme national de recherche a été lancé en présence d'Antoine Petit, PDG du CNRS, et Philippe Mauguin, PDG d'INRAE. La France est à la pointe de la recherche dans ce domaine, financée à hauteur de 42,2 millions d'euros sur 9 ans entre 2023 et 2032 par le plan d'investissement France 2030. Il est porté par le secrétariat général pour l'investissement et opéré pour le compte de l'État par l'ANR. Dans le cadre de son premier projet ciblé, ce programme comprend 11 Living Labs dédiés aux solutions fondées sur la nature, dont les champs d'application concernent, entre autres, les milieux côtiers, urbains, agricoles et les aires protégées. C'est aujourd'hui avec Martine Auxerre et Thierry Caquet que nous allons en parler et échanger, toujours dans le cadre des webinaires AJE très interactifs, avec un déroulé qui se déroule en 3 séquences. La première, nous allons donner la parole à Thierry Caquet pour définir d'abord ce que sont que les solutions fondées sur la nature, ce que c'est et ce que ça n'est pas, parce qu'on a tendance à mettre dans ces termes un peu beaucoup de choses. Donc, pourquoi un programme national de recherche de 9 ans sur ce sujet? Quels objectifs? Avec tout de suite un jeu de questions-réponses. Et nous enchaînerons avec Martine Auxerre. Comment? Quelle méthodologie? Avec des projets ciblés et des actions concrètes, mais sur un temps long, bien évidemment, puisque nous sommes, on fait appel à des solutions fondées sur la nature. Enfin, dans la séquence 3, Martine Auxerre puis Thierry Caquet décriront des cas concrets en divers milieux urbains, ruraux, maritimes, montagnards, des recherches de terrain ouvertes aux acteurs, et surtout ce que sont les 11 Living Labs, quelle est leur mission. Deux d'entre eux étant déjà bien avancés à Chizé dans les Deux-Sèvres et dans les Alpes et sur Lyon. Je vais tout de suite passer la parole à Thierry Caquet pour la première séquence. Bien, merci beaucoup, Madame Amar, pour cette introduction et cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir le support de présentation. Donc, je suis directeur scientifique environnement à INRAE et j'assure depuis maintenant 3 mois, par intérim de Xavier Leroux, mon collègue qui a été victime d'un accident de santé assez grave, la direction de ce programme exploratoire prioritaire de recherche Solubiode, donc c'est son nom son nom de code, hein, le programme national de recherche solutions fondées sur la nature, avec ma collègue Martine Auxerre du CNRS qui prendra la parole juste après moi. Donc ce programme donc assez ambitieux, vous l'avez compris à partir de l'introduction de Madame Amar, est un programme en fait qui prend place à un moment où finalement nos sociétés ont un réel besoin de changements transformateurs. On parle beaucoup de crise climatique, on parle de crise de la biodiversité, on parle de nécessité de transition. Et en fait, on est à un moment charnière où les différentes crises de l'environnement, les différentes atteintes à l'environnement, finalement se rejoignent et s'amplifient. Et notamment quand on parle de changement climatique et de crise de la biodiversité, on voit que de plus en plus le changement climatique devient, dans certaines régions du monde, le premier facteur de disparition ou de dégradation de la biodiversité. Ce qui est aussi fondamental à avoir en tête, c'est que toutes nos activités dépendent de la biodiversité, à commencer par l'alimentation. Hein, on se nourrit, quel que soit notre régime alimentaire, de produits issus d'une manière ou d'une autre de la biodiversité. Et donc, il est absolument indispensable, si l'on veut garantir un développement, ou en tout cas un maintien des sociétés dans la durabilité à la fois sociale, environnementale et économique, de mettre en place les moyens nécessaires à des transformations pour que nos modes de vie deviennent plus durables ou plus soutenables. Alors, quand on s'intéresse aux perturbations environnementales, aux aléas environnementaux, souvent, jusqu'à présent, on a consacré beaucoup d'efforts à mettre en œuvre des solutions plutôt traditionnelles d'ingénierie. Il suffit de penser par exemple à la mise en place de digues ou de remparts contre la montée des eaux ou d'ouvrages pour ralentir par exemple les glissements de terrain. Donc ces solutions traditionnelles d'ingénierie alors sont souvent
assez performantes, mais en général, elles sont très focalisées, elles répondent à un enjeu, elles sont pas vraiment résilientes, c'est-à-dire qu'elles peuvent subir des dégradations, elles peuvent devenir moins efficaces au fur et à mesure que les perturbations augmentent, et puis elles sont globalement peu durables d'un point de vue environnemental et souvent néfastes à certaines formes de biodiversité. Dans ce contexte-là, l'enjeu, il est de changer de vision, changer de vision du monde et de pouvoir, lorsque c'est possible, recourir à ce qu'on appelle donc les solutions fondées sur la nature. Je reviendrai sur, un peu plus précisément sur la définition, mais ces solutions fondées sur la nature se veulent beaucoup plus systémiques, c'est-à-dire adresser simultanément plusieurs enjeux, être adaptables, c'est-à-dire qu'à mesure, par exemple, que le climat va continuer à changer, elles vont elles-mêmes s'adapter à ce climat qui change, être beaucoup plus résiliente. La résilience étant vue ici comme le fait de pouvoir continuer à avoir un fonctionnement écologique, je vais dire sinon optimal, tout au moins raisonnable, et de continuer à s'adapter. Et puis elles sont, c'est ça l'esprit qui nous mène à développer les Living Labs, co-construites avec les acteurs de la société. Alors, les définitions que nous avons pris je dirais, à bord de ce programme sont à l'origine fournies par l'Union internationale pour la conservation de la nature, reprises par la Commission européenne dans un certain nombre de documents officiels. Et si on veut le faire de manière assez simplifiée, eh bien, il s'agit de mettre en œuvre des approches de protection, de restauration ou de gestion des écosystèmes qui ont une double ambition. La première ambition, c'est qu'on part de défis sociétaux qui sont des problématiques de santé, des problématiques de changement climatique, comme je l'ai déjà évoqué, de gestion des risques, des questions aussi d'équité sociale et environnementale, de sécurité alimentaire, des questions autour de l'eau, vues sous l'angle de la quantité et la qualité, ou encore bien sûr de la perte de biodiversité. Donc on a tous ces défis sociétaux, et face à cela, il faut déployer des approches qui ont des impacts positifs sur des dimensions que l'on a parfois tendance à opposer, euh, sociales, environnementales, économiques, et toujours avec ce souci d'un co-bénéfice, quoi qu'il advienne, sur la biodiversité. Et lorsque l'on regarde à la fois les discours publics, les publications et un certain nombre de supports, on se rend compte que cette question de la conciliation, de la réponse aux défis sociétaux, en ayant des impacts positifs multiples, eh bien, c'est devenu un enjeu très fort pour de nombreux acteurs, même si le terme de solution fondée sur la nature n'est pas nécessairement utilisé. Il peut s'agir de collectivités locales, d'établissements publics, on peut penser aux agences de l'eau par exemple, de gestionnaires d'espaces naturels, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, de nombreuses associations, mais aussi des entreprises qui ont à cœur soit de développer un modèle économique autour de ces solutions fondées sur la nature, soit de les mobiliser pour résoudre un certain nombre de leurs problématiques. Dans ce contexte-là, il est important de rappeler et d'avoir toujours en tête qu'il peut y avoir une confusion sur ce que sont les solutions fondées sur la nature. Alors, on utilise beaucoup le terme SFN, ça va plus vite que solutions fondées sur la nature, et ce qu'elles ne sont pas. Donc, toujours se souvenir que lorsqu'on parle de solutions fondées sur la nature, ça veut dire que l'on va mobiliser les processus écosystémiques et l'interaction avec la société humaine. C'est pour ça qu'on parle de processus socio-écosystémiques. Alors, derrière ce terme qui peut paraître un peu barbare, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le cycle des éléments nutritifs, le recyclage de la matière organique, la production végétale, l'épuration de l'eau par les organismes vivants. Tous ces processus biologiques et écologiques que l'on va mobiliser pour répondre à des questions très opérationnelles. Et il y a parfois une confusion dans les termes avec ce qu'on appelle le biomimétisme ou la bioinspiration. Vous avez ici un exemple de photographie d'un projet architectural à Singapour où l'on cherche à mimer l'architecture végétale des arbres pour avoir des bâtiments thermorégulés, mais en fait, il n'y a aucun co-bénéfice, a priori, pour la biodiversité. Donc, la bioinspiration, le biomimétisme, c'est extrêmement important, mais il n'y a pas de bénéfices associés pour la biodiversité, alors que pour les solutions fondées sur la nature, on a toujours ce bénéfice associé pour la biodiversité. Alors, le programme national de recherche Solutions fondées sur la nature, ça a été dit en introduction, hein, est un programme exploratoire qui est financé par le plan d'investissement France 2030, 9 ans, donc on pourrait dire c'est une durée minimale si l'on veut pouvoir avérer l'efficacité des solutions qu'on va déployer sur le terrain, avec ce budget de 44,2 millions d'euros. Et on a une mission finalement dans ce type de projet. C'est pas le seul programme hein, de France 2030. C'est vraiment de structurer notre communauté de recherche française sur cette problématique des solutions fondées sur la nature, qui a été considérée comme prioritaire au niveau national, notamment parce qu'elle va avoir dans ses déclinaisons de terrain un fort impact sociétal, y compris économique. Et donc, on est vraiment dans une volonté de faire collaborer l'ensemble des acteurs des différents domaines disciplinaires sur ce sujet.
Alors, il y a encore, même s'il y a une communauté déjà très active, il y a encore un manque de connaissances qu'il nous faut combler. Le petit schéma sur la gauche de la diapo vous montre la dynamique de publication scientifique sur cette question des solutions fondées sur la nature à l'échelle mondiale. Et on voit, ça a démarré en 2015 et ça augmente de manière exponentielle et on aurait pu prolonger 2023. On est vraiment sur maintenant plusieurs milliers de publications scientifiques par an sur le sujet. Beaucoup de connaissances, mais encore des enjeux pour la recherche qu'on a regroupés en quatre enjeux pour notre programme. Le premier, c'est de regarder un élément de la biodiversité qu'on néglige souvent dans ces questions d'utilisation de la nature pour répondre à des problèmes sociétaux, c'est la diversité génétique. Finalement, tous les individus ne sont pas identiques au sein d'une même espèce. Et finalement, comment cette diversité génétique au sein des espèces, comment le potentiel évolutif, la manière dont la dynamique de population et les pressions de l'environnement font évoluer la diversité génétique, ont des conséquences pour les solutions fondées sur la nature en termes notamment d'efficacité, et ça à différentes échelles. Le deuxième enjeu, puisque je vous ai dit qu'il y avait un enjeu de co-construction, il est de regarder finalement, d'analyser et de proposer des modèles pour la mise en œuvre des processus sociaux à l'œuvre dans la définition et le déploiement de ces solutions fondées sur la nature. Peut-on imaginer un certain nombre de règles de décision? Quels sont les processus de gouvernance? Puisqu'on est vraiment dans l'interaction avec les sociétés, avec le fait local ou territorial. Et donc, on a vraiment besoin de travailler un peu sur cette, je dirais, dans un cadre un peu global de ces questions d'interaction science-société dans le cas précis des solutions fondées sur la nature. Le troisième enjeu consiste à évaluer la performance de ces solutions, parce que finalement, on peut avoir des très bonnes idées, des très bonnes intentions et déployer un certain nombre de solutions, mais il faut pouvoir avérer leur efficacité et voir si ça fonctionne bien à un endroit donné. Est-ce qu'on est capable de répliquer ce déploiement, répliquer cette solution à d'autres endroits, ce qu'on appelle le changement d'échelle. C'est de la généralisation, c'est finalement de voir qu'est-ce qui dépend des conditions locales strictes et qu'est-ce qui est vraiment généralisable. Ça, c'est le troisième enjeu. Et le quatrième enjeu, il est de se dire que effectivement, on a à l'heure actuelle une situation alors qui est dégradée, qui se dégrade peut-être de plus en plus avec une accélération vraisemblable du changement climatique. Comment cela va-t-il se passer dans les 50 ou 100 prochaines années? Donc se projeter dans un environnement qui va continuer à changer, quelles que soient les mesures que l'on prenne maintenant. On sait par exemple que le changement climatique va continuer et donc il faut se préparer à avoir une scénarisation, des modèles qui nous permettent de dire bah, la solution qu'on va déployer avec une perspective d'efficacité sur 10, 20, 30 ans, quel est son devenir, quel peut être son devenir dans le futur pour anticiper ce futur. Et pour terminer sur cette introduction générale sur le programme, on pourrait résumer finalement notre ambition sous cette forme sous cette phrase, hein, c'est innover avec la nature pour avoir des impacts pardon, positifs sur la biodiversité, la société et l'économie. Et pour ça, on a besoin de changement, on a besoin d'orienter la recherche vers des approches plus systémiques. On a tendance souvent à travailler sur des domaines disciplinaires, l'écologie, la biologie évolutive, l'économie, la sociologie. Et donc, on a vraiment besoin de mettre ensemble les compétences dans des approches vraiment systémiques qui regardent toutes les dimensions, questions d'eau, les questions de climat, les questions de sol, etc. De comprendre les différentes dimensions biologiques, économiques et sociales des solutions fondées sur la nature et de repenser aussi l'accès à l'information, à la formation et à l'éducation sur ces solutions fondées sur la nature, parce que c'est par la diffusion et par l'appropriation du concept et de sa mise en œuvre que l'on pourra envisager d'être vraiment efficace en termes de transformation. Et ça, pour les chercheurs, ou pour la recherche en général, ça pose des défis de trois natures, sur l'organisation de la recherche, sur les axes privilégiés pour cette recherche, et puis comment on transfère la connaissance vers les utilisateurs. Bon, voilà pour cette présentation assez rapide du programme. Et comme ça a été annoncé en introduction, on est maintenant à votre disposition avec Martine pour répondre à des questions. Je ne sais pas, Madame Amar, si vous voulez que j'arrête le partage pour voir nos interlocuteurs. Je sais pas, c'est vous qui me dites. Oui, 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 on peut arrêter le partage momentanément, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions de la part des participants qui nous ont rejoints? Je ne vois pas de main se lever pour l'instant. C'était un peu rapide, donc n'hésitez pas à me faire revenir sur certains éléments de Bien sûr, présentation. bien sûr. C'est vrai qu'établir des modèles sur les solutions fondées sur la nature qui s'inscrivent sur un temps long,
Quand on voit que certains modèles de prévision du réchauffement climatique sont déjà dépassés, est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal? Alors, Comment elle est je gérée? comprends votre question. Alors, effectivement, alors, je pourrais répondre par une boutade, mais ça serait un peu court. C'est de dire que finalement, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Alors, c'est pas moi qui les définis, hein, ça c'est Cox qui en a parlé le premier. C'est de se dire finalement, on a besoin à un moment donné quand même de formaliser les connaissances, de se mettre dans un cadre qui permette de faire des scénarios. Je parlais de modèles, mais c'est beaucoup les questions de scénarios qui sont quand même plutôt sur la table. C'est-à-dire que finalement, on est incapable de prédire l'avenir. On peut avoir un certain nombre d'hypothèses sur ce qui pourrait se passer compte tenu de nos connaissances actuelles. Et le défi, il est vraiment de se mettre dans des situations euh, relativement contrastées et d'essayer de voir est-ce que la connaissance actuelle permet de projeter, j'ai pas dit prédire, de projeter, de simuler ce qui pourrait se passer. Il y a énormément d'incertitudes dans toutes ces approches de simulation, de modélisation. On avance. Alors, vous avez évoqué les modèles climatiques. Alors, effectivement, on voit que parfois il y a des accélérations ou des phénomènes qu'on observe qui ne sont pas forcément totalement alignés sur ce que les modèles nous disent. L'idée, c'est de ne pas vouloir tout prédire, mais de se dire effectivement, est-ce qu'on est déjà capable, sur la base des connaissances actuelles, d'avoir une idée des trajectoires et de réactualiser en temps quasi réel ces trajectoires par l'observation de terrain, ce qui nous impose d'avoir des suivis. Non seulement on se dit à T0, on va déployer, je sais pas, par exemple, des infrastructures semi-naturelles, des haies, par exemple, dans le paysage, ou on va mettre en place une végétalisation urbaine pour lutter contre les îlots de chaleur. C'est souvent des exemples qu'on utilise en solutions fondées sur la nature. Donc on se dit, bah voilà, on a mis ça en place, voilà, on est satisfait. Il faut accompagner le déploiement de ces solutions d'un suivi, parce qu'il est peut-être nécessaire, il va vraisemblablement être nécessaire, je dirais, au fil du temps, d'agir de nouveau sur ces systèmes. Donc c'est pas quelque chose que l'on met à T0 et on le laisse évoluer tout seul. Il faut l'accompagner, ce qui nous implique d'avoir quelque part un cadre de référence fourni par les modèles. Et quand on s'éloigne de ce que les modèles peuvent prédire, ça veut dire effectivement que le modèle était peut-être faux, ou en tout cas incomplet, mais ça peut aussi vouloir dire que la dynamique qu'on observe n'était pas du tout facile à anticiper et donc ça nécessite une intervention sur le terrain. Donc on est toujours dans cet accompagnement, dans ce suivi de l'efficacité, parce que ça peut vouloir dire qu'il faut réinvestir sur les solutions. C'est pas parce que c'est des solutions fondées sur la nature que la nature va se débrouiller toute seule. À un moment donné, il faut aussi pouvoir lui donner un petit coup de main sur certains sujets. Je sais pas, Martine, si tu veux compléter hein, Non, sur non, ça. mais je pense que ton explication était claire et complète. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a Peut-être aussi, je pense aussi rajouter que ces modèles, excusez-moi, bien que sûr. ces modèles et ces scénarios surtout donc que l'on veut mettre en place, c'est aussi des modèles qui seront très interdisciplinaires par rapport aux modèles un peu classiques où on prend une température qui évolue dans le temps de 1, 2, 3, 4 et 20 degrés. L'enjeu ici, donc Thierry vous l'a bien exposé, c'est un programme qui sera très interdisciplinaire, qui fait intervenir énormément de disciplines, et c'est d'arriver à créer ces scénarios de façon interdisciplinaire. Donc mettre ensemble des gens qui vont s'occuper des processus économiques, des processus sociaux, avec les écologues qui vont travailler sur des paramètres physiques ou des paramètres biologiques. Donc ça va être c'est quand même une complexité dans ces modèles et ces scénarios qui pour l'instant, est assez difficilement prise en compte. Donc, il va falloir assez d'imagination et de structure, en tout cas, pour arriver à créer ces scénarios. Très bien. Puisque vous avez la parole, je vais vous proposer de poursuivre, Martine, pour votre D'accord. Tu partages présentation. toujours l'écran, Thierry, c'est pas Voilà, je possible? partage Ouais. l'écran, ça arrive chez vous, normalement. Voilà, et je passe donc je donne la parole pour la deuxième partie sur les actions du programme. Donc oui, ce qu'on a voulu, c'est vous développer aujourd'hui donc un certain, enfin pas un certain nombre, l'ensemble des actions de ce programme Solubion, hein, que je rappelle, un programme sur le long terme. C'est aussi pour la recherche quand même, cette action France 2030 est assez innovante puisqu'elle permet donc de faire des programmes sur 9 ans, ce qui est assez, enfin de financer des programmes sur 9 ans, ce qui est assez rare dans le domaine de la recherche. Donc, ces actions, tu peux passer suivante, ces actions, merci Thierry. Ces actions, donc, on les a redéfinies par rapport donc aux 3 défis qu'a présenté Thierry tout à l'heure. Donc, on a une douzaine d'actions qui cherchent donc à améliorer nos connaissances et à déployer les solutions fondées sur la nature sur tout l'ensemble du territoire français.
Donc, on les a un peu organisés selon ces trois défis pour être un peu plus clair. Donc, dans un premier temps, donc le défi organisationnel, on a une Mhm. communauté à la fois de chercheurs et aussi de gens de la société privée qui travaillent sur les SFN, mais ils sont rarement ensemble autour de la même table. Et donc, on va essayer, donc, avec l'équipe, de cartographier l'ensemble de ces acteurs, déjà savoir où ils sont, comment ils travaillent, avec qui, avec quoi. Donc, il y a un grand enjeu de cartographie. On communiquait en introduction, Madame Amar vous disait que les solutions fondées sur la nature, on l'emploie souvent sans trop savoir ce qu'on met derrière. Donc, bon, la définition de Thierry est empruntée à l'IUCN et à la CE est plus claire, mais il faut vraiment la communiquer pour que les gens savent bien ce que c'est que les SFN. Et justement, par exemple, ne parle pas de SFN quand on parle de biomimétisme. On va donc créer ces Living Labs dont on a déjà commencé à parler. Donc, on les exposera un peu plus tard dans la session d'aujourd'hui. Et on va permettre aussi aux équipes et aux Living Labs qui ont des projets innovants en termes d'équipement de pouvoir, en tout cas, aider à leur financement. Donc, ça, c'est les premières actions, disons, qui vont permettre d'organiser la recherche et les acteurs autour des solutions fondées sur la nature. On a bien sûr des défis scientifiques, hein, des solutions fondées sur la nature, on les a mises en place très rapidement sur le terrain pour différentes raisons. Par contre, il y a un certain nombre de questions fondamentales dont Thierry a déjà parlé, sur lesquelles on n'a pas eu le temps de se pencher et qui sont pourtant importantes si on veut que ces solutions fondées sur la nature fonctionnent et surtout si elles se développent dans le temps. Donc, pour rappel, c'est le défi génétique, donc de prendre en considération la diversité génétique des organismes et des espèces, enfin des espèces qui sont à l'intérieur donc de ces solutions fondées sur la nature et de voir comment elles vont permettre l'adaptation des espèces dans le temps. Les processus sociaux, donc on implante de nouvelles solutions interdisciplinaires avec les partenaires locaux. Ça a des enjeux au niveau des processus sociaux pour lesquels très peu de gens se sont encore penchés. On commence, hein, mais c'est les enjeux de droit, les enjeux de mise en place, les enjeux de législation, etc. L'évaluation, hein, c'est important, on met en place des nouveaux outils, il faut que même avant 9 ans, d'ici 3 4 ans, on ait des outils avec lesquels on va pouvoir évaluer et qu'on fasse de cette évaluation des possibilités de mise à l'échelle et de ces solutions fondées sur la nature. Et enfin, donc on vient encore d'en parler un peu plus longuement, on a un défi scientifique autour des scénarios et des modèles que Thierry vous a développé il y a quelques instants. Donc dans le troisième classe, on va dire, de défis, hein, c'est des classifications un peu strictes. Évidemment qu'il y a des échanges entre ces différentes catégories. Donc ce défi de transfert de connaissances, il faut donc prévoir, on prévoit dans notre programme un accès à l'information, un accès évidemment à la formation à la fois professionnelle et dans nos universités, à savoir que les solutions fondées sur la nature, pour l'instant, ne sont enseignées que vraiment très partiellement à l'ère d'une conférence de temps en temps, mais il n'y a pas vraiment de cursus qui permettent à des étudiants ou à des ingénieurs qui auront envie de suivre une formation sur les solutions fournies sur la nature. Ça n'existe pas encore, donc on est en train de réfléchir à tout ça. Et on va aussi, dans un terme un peu plus long, c'est-à-dire dans 3 4 ans, essayer de créer au niveau régional ce qu'on appelle en jargon des hubs d'expertise, c'est-à-dire ce qui ressemble au hub d'expertise autour du changement, qui ressemblerait au hub d'expertise autour du changement climatique, c'est-à-dire par région, mettre un club d'experts qui permettront donc localement de résoudre un certain nombre de problèmes grâce aux solutions fondées sur la nature. Diapo suivante. Donc, comme je le disais en introduction, donc notre terrain d'action, ben, c'est l'ensemble de la France. Donc, à la fois la France qu'on appelle métropolitaine, mais aussi l'outre-mer, parce que donc l'outre-mer a évidemment des problèmes sociétaux à régler au niveau, en tout cas, des crises climatiques et de biodiversité. Et comme on n'avait pas la possibilité de s'attaquer à tous les milieux, parce que même si ça représente
un certain nombre de crédits. On ne pouvait pas non plus travailler partout et je pense qu'il valait mieux répéter. Enfin, on pensait au départ dans la construction du programme qu'il valait mieux s'intéresser à des milieux bien ciblés pour pouvoir faire des comparaisons aussi en fonction des différentes situations locales. Donc, on va travailler, on commence déjà évidemment à travailler dans les milieux côtiers, donc à la fois le littoral, hein, où les enjeux évidemment climatiques et de biodiversité sont importants. On va travailler aussi dans les aires protégées, puisque les aires protégées sont une des premières solutions fondées sur la nature qui ont été implantées sur le territoire français. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi des SFN cachés, parce que donc souvent les règles et les dispositions qui sont prises dans ces aires protégées ressemblent très fortement à des solutions fondées sur la nature, et c'est ce qu'on aimerait recadrer et voir comment, avec ces aires protégées, on peut travailler sur des solutions fondées sur la nature en respectant donc toutes les catégorisations des solutions fondées sur la nature. Euh, on, on va travailler aussi en milieu urbain. Vous n'êtes pas sans savoir que ces solutions fondées sur la nature prennent des fois des aspects de revégétalisation, de verdissement des villes. Et je pense qu'il y a vraiment tout un domaine dans lequel les solutions fondées sur la nature doivent s'appliquer en milieu urbain. On travaille avec un certain nombre de villes déjà dans ce programme. Vous le verrez plus tard, mais c'est avec la grande ville de Paris, celle de Lyon et de Montpellier. Donc, on va aussi travailler dans le domaine agricole notamment biologique, et à voir comment ces solutions fondées sur la nature dans le domaine de l'agriculture biologique permettent un transfert des organismes vers des milieux plus naturels, donc les échanges entre agriculture biologique et milieux naturels pour la protection des écosystèmes. Donc, enfin, l'ensemble des programmes exploratoires qui ont été lancés par le programme France 2030 sont un peu tous structurés de la même façon. C'est-à-dire, bon, il y a une partie de l'enveloppe budgétaire qui est réservée à la gouvernance, à l'animation, etc. Et après, donc, les projets sont divisés en deux catégories. On a des projets ciblés qu'on appelle, nous, projets stratégiques. Donc, c'est plutôt des projets qui sont, on va dire, top-down, c'est-à-dire des projets où le comité directeur du programme sur le biode a décidé de s'investir. Et vous le verrez après, on a aussi des appels d'offres qui sont donc, dans ces cas-là, des projets bottom-up. Donc, dans le cadre de ces projets stratégiques, on en a prévu 7. Donc, la création de ces 11 Living Labs, qui est notre projet numéro 1, parce qu'on avait besoin de ces expériences sur ce terrain et cette co-construction donc, entre le monde académique et la société civile pour construire ces solutions fondées sur la nature. Donc, c'est le programme qui est actuellement en train d'être lancé. On a donc un programme qui va s'attacher à ces équipements innovants dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont permettre d'être innovants et créatifs au niveau des solutions fondées sur la nature. On va mettre en place, alors un autre mot jargonique de notre communauté académique, des knowledge hubs, c'est-à-dire des centres où enfin fictifs, c'est-à-dire on va réunir dans une pièce, c'est pas plus que le hub est pas plus que ça, un certain nombre de chercheurs autour justement de ces défis que Thierry vous a développés et dont je viens de reparler, donc les défis génétiques, sociétaux, d'évaluation et de scénarios, pour les mettre tous ensemble, disons qu'une dizaine de chercheurs, à réfléchir où sont les questions émergentes pour pas partir dans tous les sens et partir sur les fronts de sciences. Pour nous, c'est important, voir quelles sont vraiment les bonnes questions à poser et comment éventuellement on peut les résoudre, ou en tout cas lancer peut-être des appels d'offres pour aider à résoudre ces questions fondamentales sur lesquelles les solutions fondées sur la nature n'ont pas encore eu de réponse. On va créer, donc, je vous disais qu'on allait avoir une action au niveau de la formation. Donc, pour les universités qui en auront le besoin ou qui auront envie de se lancer dans la formation sur les solutions fondées sur la nature, on aura la possibilité de les aider à créer des chaires internationales, c'est-à-dire de pouvoir faire venir justement des chercheurs étrangers qui auraient une spécialité que l'on ne retrouve pas dans le domaine de la science en France. On va créer, donc je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, ces hubs régionaux d'expertise qui vont permettre de réunir un certain nombre d'experts au niveau régional. On insiste beaucoup dans ce programme Solutions fondées sur la nature sur l'action régionale, parce que créer une solution fondée sur la nature à Paris, certainement pas la même que de la créer en Corse, par exemple, et encore moins en Guyane.
On va aider aussi les équipes qui voudront s'investir, comme les Living Labs ou d'autres laboratoires, en leur permettant de créer ce qu'on appelle des clusters, on peut le traduire par grappes, de doctorants interdisciplinaires. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas laisser, puisqu'on est très interdisciplinaire dans ce programme, c'est de ne pas laisser un doctorant avec seulement sa question bien spécifique en écologie ou en sociologie sur les solutions fondées sur la nature, mais c'est d'arriver à avoir trois ou quatre doctorants ensemble qui répondent à la même question, au même problème, mais en ayant donc des backgrounds, des formations complètement différentes pour pouvoir aboutir à des solutions qui vont englober tous ces challenges dont Thierry vous a parlé tout à l'heure, qui sont les challenges économiques, sociologiques et sur la biodiversité. Et enfin, on va pouvoir donc aider à la formation professionnelle et universitaire en permettant la création, enfin pas la création, mais le soutien par des ingénieurs d'éducation qui vont permettre d'aider les enseignants ou les formations plus techniques à travailler sur les solutions fondées sur la nature et à les diffuser, donc, puisque pour nous c'est important, dans le monde à la fois universitaire, mais aussi dans le monde professionnel. Donc, comme je vous le disais, donc la seconde partie de ce gros appel à projet, c'est donc de ce projet, c'est d'avoir, pardon, des appels à projet ou à manifestation d'intérêt selon l'étape. Donc, on a deux gros appels à projets, on va dire plus scientifiques, qui vont permettre de soutenir des projets de recherche qui vont permettre de collaborer autour des grands enjeux scientifiques liés au SFN. Donc, on va lancer ce premier appel à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. On est en train de réfléchir un peu sur la structure de cet appel. Donc, 3 ans plus tard, on lancera un nouvel appel à projet pour d'autres questions qui se seront soulevées et enfin de répondre en espèce de façon efficace à ces grands fronts de recherche liés aux solutions fondées sur la nature. On va permettre aussi, je vous ai parlé de la création d'un premier projet de création de 11 Living Labs qui est en cours, mais dans 3-4 ans, on ouvrira un nouvel appel, là cette fois-ci bottom-up, pour des groupes académiques et non académiques qui voudront sur le terrain créer de nouveaux Living Labs. On va aussi aider l'innovation grâce à ce qu'on appelle, nous, des projets challenge. C'est une application de l'ANR qui permet donc de travailler sur l'innovation et la conception de nouveaux concepts, de nouveaux outils qui vont permettre la mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature. Donc, on est vraiment là au cœur de l'innovation et on va aussi aider les équipes françaises leur permettant de créer des réseaux internes qui vont leur faciliter le montage à l'Europe et donc les aider à trouver les bons partenaires à l'Europe et permettre, grâce à un petit financement, de les aider à créer ce premier réseau, à se réunir afin de monter donc en puissance et de répondre à des appels d'offres européens qui commencent eux aussi d'ailleurs à être relativement importants au niveau des solutions fondées sur la nature. Donc pour tout ça, on a une équipe opérationnelle, donc une responsable donc qui fait partie de la composante animation, coordination, gestion de ce projet. Donc avec une responsable de programme qui a été recrutée maintenant il y a bientôt un an, qui s'appelle Laetitia Kuipers. On a un chargé de communication, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'actions de communication, d'échanges, de transfert. Donc, on n'arriverait pas à faire ça nous tout seuls. Donc, on a un chargé de communication qui nous a déjà bien aidé, par exemple, pour le lancement de Solubiot, c'est Guillaume Marchand. On a dans ce programme, comme vous l'avez entendu, on a beaucoup d'interactions sciences-société et on a donc recruté aussi une chargée de mission, Charlotte Pilon, qui va nous aider justement dans ces interactions entre la science et la société. Et un chargé de gestion, pardon, administrative et financière qui est basé à l'INRAE, qui s'appelle Brian Vélez-Rialp. Donc, Guillaume Marchand et Laetitia ont créé ce site internet du programme que je vous invite à consulter, qui développe et qui reprend un peu ce qu'on vous a présenté avec Thierry. Et à noter dans vos agendas, si vous êtes intéressé
par aller un peu plus loin au niveau scientifique, mais il y aura aussi des ateliers de réflexion. Et donc, c'est très bien d'avoir aussi des gens de la société civile qui participent à ces ateliers. Et donc, les journées scientifiques du programme Solubiode auront lieu à Montpellier les 9 et 10 octobre prochains. Donc, gravez ça dans vos agendas si vous êtes intéressés par aller un peu plus loin au niveau des grandes questions donc, de Solubiode. Donc, comme je vous l'ai dit et comme Thierry vous l'a présenté, on n'est pas tout seul. Donc, évidemment, INRAE et CNRS en sont les pilotes. Donc, c'est bien un programme qui a été financé par France 2030, géré par l'ANR, ça c'est assez classique. On a d'autres partenaires qui ont signé la première version de ce programme avec nous. Donc, des organismes de recherche comme IFREMER et l'IRD, qui sont évidemment tous des partenaires indispensables pour mettre en place ces solutions fondées sur la nature sur le terrain, le Muséum d'histoire naturelle pour tous les experts qui travaillent donc auprès de nous dans le Haut Muséum, et puis des universités comme l'Université d'Aix-Marseille, celle de Grenoble, celle de Lyon, l'Université de Montpellier et Sorbonne Université, donc ont tous participé à l'élaboration de ce programme. D'autres universités se rattachent maintenant à ce programme, par exemple dans les Living Labs, vous le verrez plus tard. On a des partenaires qui nous ont aidés à construire le programme, donc une liste assez longue. L'IUCN, l'UPGE, qui est donc l'association des ingénieurs de génie écologique, je commence dans l'autre sens, mais les parcs naturels, l'OFB, je vous ai dit tout à l'heure, la ville de Montpellier, la ville de Lyon, les écomères, CDC Biodiversité et l'Agence régionale de biodiversité ont tous donc participé, et l'Institut d'abeilles d'ailleurs ont aussi participé à l'élaboration à nos côtés, donc c'est-à-dire qu'ils ont eu le droit à des relectures du programme qu'on avait écrit et nous faire des suggestions qui étaient importantes pour nous. Et donc c'est quand même un programme qui est déjà très multi-acteur. Et je suis prête aussi avec Thierry pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée, Martine Auxerre. Est-ce qu'il y a des questions de la part des journalistes participants pour l'instant? Ou peut-être préfèrent-ils les garder pour la fin? Vous évoquiez des hubs d'expertise sur les SFN, sur le modèle un peu des hubs climat. Est-ce que ça n'est pas un peu redondant? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un peu mixer les deux? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question concernait la science participative. Vous avez évoqué l'importance de la société civile aussi. Est-ce que les observations sur le terrain effectuées par de simples particuliers peuvent être remontées justement aux scientifiques qui vont être en charge de ces projets? Je réponds tout de suite à la deuxième. C'est Hmm. pour ça que je m'en souviens. Mais, oui, enfin, tout à fait. Donc, vous le verrez tout à l'heure, c'est typiquement auquel on pense faire dans les Living Labs. Par rapport aux sciences participatives et donc l'apport des citoyens dans cette construction des solutions fondées sur la nature et leur rapport par des observations, etc., on est tout à fait partant. Pour nous, ça fait partie, c'est le premier pas vers la co-construction. Mais pour nous, faire participer les citoyens à des relevés, c'est pas toujours ça peut l'être, mais c'est pas toujours de la co-construction. Ce qu'on veut, c'est que justement ces citoyens qui nous auront ramené la liste des pollinisateurs qu'ils auront trouvé, par exemple, sur un certain nombre d'espèces, participent à l'ensemble du projet. C'est-à-dire pas seulement faire des relevés, mais soit là aussi pour la conception, soit là aussi pour la mise en place et aussi pour l'évaluation. On s'aperçoit souvent que dans les sciences participatives, alors je ne veux pas toutes les mettre dans le même sac, mais les citoyens qui ont aidé participent très peu après à l'évaluation globale et générale. Et faire de l'évaluation, c'est quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de simple. En tant que scientifique, on a des critères d'évaluation classiques, mais ils vont pas non plus toujours s'adapter à cette évaluation de co-construction. Donc il va falloir ensemble qu'on réfléchisse comment on peut évaluer. Thierry disait que c'était important de pouvoir évaluer ces solutions pour pouvoir passer à une échelle supérieure. Donc je pense que par rapport à ce partenaire qui aurait pu nous amener une liste de papillons, je pense que c'est important de nous mettre plus dans le bain et de travailler plus en accord avec tout le monde jusqu'à la fin. Donc évidemment, ces gens, on travaillera avec eux, mais on voudrait qu'ils s'investissent aussi plus avec nous dans la co-construction. Ça, c'est pour les sciences participatives et évidemment la participation des associations ou juste de volontaires par exemple dans les Living Labs.
La première question, c'était sur les groupes d'expertise. Alors, les groupes d'expertise climat, bon, il y en a qui marchent très bien, il y en a qui marchent moins bien. Je pense que l'idée au départ de ce projet, c'était de faire un bilan avec eux. On a fait un bilan qu'avec deux groupes pour l'instant. Les enjeux sont différents. Quand on parle, alors il y en a qui sont communs sur les enjeux climatiques, évidemment, sur Mhm. l'adaptation au changement climatique, mais ils ne le sont pas tous. Par exemple, dans ces groupes, quand on implante des solutions fondées sur la nature, on a à côté de ça des problèmes, on va dire, sociétaux ou sociaux, c'est-à-dire, par exemple, la justice environnementale, c'est quelque chose d'important que, évidemment, dans ces GIEC, sur le changement climatique, on ne traite pas pour l'instant. Il y a des insertions, comment on implante ces solutions fondées sur la nature au niveau sociologique, dans quel quartier, pourquoi pas un autre, etc. Des tas de demandes d'experts. Et c'est d'apporter justement ces experts des sciences sociales avec nous dans ces réseaux, dans ces réseaux d'expertise, par exemple. Donc, c'est un domaine beaucoup plus alors, interdisciplinaire, mais vraiment à travers toutes les disciplines. Les GIEC climatiques peuvent amener des physiciens, des écologues à côté, mais nos groupes d'expertise iront un peu plus loin dans l'interdisciplinarité en faisant travailler des juristes, des économistes et des écologues ensemble. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'opposer les deux, hein. On est, Non, comme non, tu bien viens de sûr. le dire, Martine, on est vraiment sur la complémentarité. Bien Et sûr. effectivement, la vision, elle est de dire où est-ce qu'on est pertinent et comment on collabore ensemble. On se substitue pas, on ne remplace pas, on n'oppose pas. C'est quelque chose à construire, hein, mais on est vraiment sur l'apport de dimensions complémentaires. Parce que si je pousse le trait très très fort, vous m'en excuserez, euh, enfin, un certain nombre d'options, notamment sur l'atténuation et surtout l'adaptation au changement climatique, regardent effectivement des enjeux par exemple, de diminution de la température, d'adaptation par rapport à un cycle de l'eau profondément modifié. Et dans beaucoup de situations, effectivement, on cherche à répondre à des enjeux socio-économiques. Je vais prendre le cas de l'agriculture que je connais bien en travaillant à INRAE. Il n'y a pas nécessairement spontanément le souci de regarder qu'est-ce que ces stratégies d'adaptation ont comme conséquence sur la biodiversité qui n'est pas, je dirais, d'intérêt agricole, si je reprends toujours cet exemple agricole. Et donc, ce qu'apporte la vision solution fondée sur la nature, avec toujours, j'insiste un peu peut-être lourdement, mais cette notion de co-bénéfice pour la biodiversité, c'est de dire effectivement, entre plusieurs scénarios d'adaptation, plusieurs stratégies d'adaptation, dans le cas présent au changement climatique, comment on s'assure ou comment on peut avoir une ambition de simultanément répondre à des questions sur l'érosion de la biodiversité. Parce qu'il pourrait y avoir des solutions d'adaptation, je ne dis pas ce qu'il propose, mais on pourrait dire des choses très technologiques qui n'ont absolument aucune conséquence positive sur la biodiversité. Les SFN apportent une vision, je dirais, un peu décalée, de se dire on peut viser une efficacité pour répondre à la question d'adaptation au changement climatique, mais avec ce souci d'avoir simultanément un effet positif sur la biodiversité. Donc, c'est pas les mêmes visions, même si la question de départ est la même, c'est complémentaire, et à un moment donné, il y a sûrement des arbitrages qui seront à rendre au niveau je dirais, des territoires concernés, et l'idée, c'est d'apporter des compléments ou des options supplémentaires au choix offert aux pilotes ou aux gestionnaires de ces espaces territoriaux que sont des collectivités locales, des métropoles, ce genre de choses. Donc c'est vraiment de jouer la complémentarité et qu'est-ce qu'on apporte en plus et qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit euh, favorable à la biodiversité qui est quand même à la base de je dirais, tous les services que nous utilisons consciemment ou inconsciemment dans notre vie de tous les jours. D'accord. Peut-être des questions des journalistes ou pas encore? Ok. Il y en a une qui m'intrigue un petit peu. Je me demandais comment vous intégrez dans le dispositif général les expériences d'autres pays. C'est-à-dire les observations faites de solutions fondées sur la nature qui marchent ailleurs. Et est-ce que ça va rester strictement hexagonal ou est-ce que vous avez une vision plus globale, si je puis dire? Alors, je pense à un exemple bien précis qui est celle des algues marines dévoreuses de CO2 en Inde, à Rameswaram, dont vous aviez peut-être entendu parler, des femmes qui moissonnent des algues rouges, qui ont plusieurs usages thérapeutiques, gastronomiques, d'engrais.
mais qui aussi, par un processus particulier, capte, selon certaines recherches, plus de CO2 que les forêts. Et est-ce que vous allez vous inspirer aussi de solutions fondées sur la nature de différents pays? Alors, j'aurais un premier niveau, je laisserai Martine compléter. J'aurais un premier niveau de réponse de dire, je connais pas précisément l'exemple que vous décrivez, mais ça me rappelle beaucoup de choses qu'on discute à l'heure actuelle sur comment la biomasse, qu'elle soit forestière, terrestre, aquatique, peut servir à réguler les niveaux de CO2 dans l'atmosphère, donc une contribution à l'atténuation, donc qui est une réponse à un enjeu sociétal. L'exemple que vous décrivez, on parle de moissonnage d'algues. Je serais intéressé de voir quels sont les co-bénéfices pour la biodiversité. Je pense que Mm. c'est une solution inspirée par la nature quelque part. Est-ce que c'est une vraie solution fondée sur la nature? En l'état, je peux pas vous répondre. Mais pour aller un cran plus loin par rapport à votre question, le point initial qui est j'allais dire le parangonnage par rapport à l'international, on parlerait de benchmarking quand si on était en de mauvais francophone. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, au travers des knowledge hubs qu'a évoqué Martine, donc ces groupes de travail scientifiques, l'idée, c'est de faire une synthèse des connaissances mondiales. On regarde pas, parce que je vous montrais une courbe d'accélération des publications. L'essentiel de ces publications ne sont pas françaises, même si la France tient sa place dans le domaine. Il y a beaucoup de publications au niveau mondial, beaucoup de travaux qui sont réalisés, y compris dans le monde académique. Et l'ambition des Knowledge Jobs, c'est bien de faire la synthèse de ces connaissances et de pouvoir avoir une vision à 360 degrés de ce qui se fait dans le domaine sur les quatre grands défis qu'on a évoqués. Donc, bien sûr, comme tout scientifique, nos collègues vont s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, avoir cette analyse comparative et se nourrir de ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que on n'a pas insisté sur la gouvernance du PEPR, mais nous avons un conseil scientifique international avec des collègues qui sont en train de le constituer, mais on a des collègues sud-américains, on a des collègues européens, quelques Français, et donc on a aussi cette expertise et ce regard qui va être apporté sur nos travaux par ce Conseil scientifique international, tous des scientifiques de haut niveau qui ont une expérience dans le domaine, là aussi très pluridisciplinaire, ce conseil scientifique, avec des géographes, des sociologues, des écologues, des gens qui sont des spécialistes, on va dire, de l'interaction science-société. Donc c'est vraiment l'ambition, hein, et d'avoir aussi cet input ou cette entrée d'informations et ce regard par nos collègues au niveau international. Donc c'est deux éléments de réponse. Je sais pas, Martine, si tu veux rajouter des éléments complémentaires. Non, bah, je pense que tu as tout à fait bien répondu, hein. Je pense que ces centres de synthèse vont vraiment permettre, en tout cas, de faire cette synthèse de tout ce qui existe au niveau mondial. Donc, bon, pour avoir discuté avec les gens qui vont créer ces centres de synthèse, enfin, qui vont animer en tout cas ces centres de synthèse, ils vont pas non plus se contenter de la publication scientifique qui est notre outil de travail de tous les jours, mais aussi de ce qu'on appelle plus vulgairement, enfin, de la littérature grise, c'est-à-dire se baser aussi sur des rapports d'expérience, etc., qui auront été faits au niveau plus local, mais pas uniquement donc en métropole. Donc, je pense qu'on aura cette vision assez internationale, en tout cas, de ce qui existe sur les solutions fondées sur la nature et quels sont donc ces fameux grands fronts de science et comment les gens avancent pour la mise en place de ces solutions fondées sur la nature à différentes échelles mondiales ou régionales. Pour nous, c'est vraiment, enfin, c'est important et c'est donc j'ai dit qu'on lançait les Living Labs, mais on est, disons, la phase 2 qui est en train de se construire, hein. Donc en ce moment, c'est justement la mise en place de ces centres d'expertise qui vont permettre de bien focaliser sur les questions qui sont importantes à poser et à faire émerger donc dans le domaine à la fois scientifique avec un pur, mais aussi à la fois à la recherche sciences et société. Thierry Coquart, vous vouliez dire encore quelque chose ou bien... Non, c'était éventuellement un petit Ok, complément. pardon. C'est effectivement que on est sur un programme national, mais comme l'a dit Martine, un de nos projets ciblés est aussi enfin, pas projet, appel à projet, pardon, et aussi pour favoriser la présence des collègues sur les projets collaboratifs à l'échelle européenne, voire internationale. Donc il y a aussi cette ambition de monter en visibilité les recherches françaises pour faire de nos groupes de recherche des partenaires attractifs
pour monter des consortia en réponse à des appels de la Commission européenne dans le cadre du prochain programme cadre. On ne sait pas encore comment il s'appellera. Actuellement, on a Horizon Europe, on avait Horizon 2020 avant. Actuellement, on dit c'est le FP10, 10e programme cadre. Mais ces questions de transition, de transformation et de solutions fondées sur la nature vont faire partie vraisemblablement des enjeux forts de la stratégie de recherche et développement européenne. Et donc, c'est aussi notre ambition de les aider à se confronter à ce monde européen, voire international, hein, dans d'autres réseaux, et de se dire, bah voilà, on a une communauté qui répond et qui est au meilleur niveau de la connaissance, mais aussi de la, je dirais, de la mise en œuvre de ces connaissances pour répondre à des cas concrets que se posent les sociétés. Donc, ça fait partie aussi je dirais, des enjeux pour nous de réussir cette montée en visibilité grâce au soutien qu'apporte le programme exploratoire. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, nous allons pouvoir aborder la troisième Tout à fait. Et je baisse. séquence. Et je vais donc repasser la parole à Martine Auxerre. Donc, Ça arrive. Voilà. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, oui, donc, comme on vous l'a déjà présenté à plusieurs reprises, donc le premier projet ciblé ou projet stratégique on lance actuellement, c'est ce réseau français des Living Labs. Donc, on a voulu vous les présenter un peu parce que c'est vraiment donc le partenariat académique, non académique sur le terrain, et c'est des choses qui sont visibles actuellement et qui sont en train de se co-construire et sur lequel éventuellement un certain nombre de questions se posent et aussi, et si les journalistes sont intéressés, pourront réaliser des visites pour discuter avec à la fois les partenaires académiques et non académiques. Donc, ce projet ciblé qu'on a appelé Réseau français des Living Labs sur les solutions fondées sur la nature, on a voulu vraiment créer un réseau, c'est-à-dire que l'idée n'était pas de créer ces fameux 11 Living Labs, chacun répartis dans leur territoire. On voulait vraiment que ces Living Labs travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'il bon, y a un travail local, bien sûr, mais aussi qu'il y ait une réflexion au sein de ces Living Labs ensemble sur des expériences qu'ils auraient pu partager, sur des solutions qu'ils auraient pu trouver localement et qui pourraient s'appliquer dans d'autres Living Labs, et aussi ce qui permettra, donc, si on monte au niveau réseau, de diffuser l'information globale sur l'ensemble de ces Living Labs. Donc, on a gardé l'appellation Living Lab parce que pour nous, même si elle fait jargonique, elle ressemble plus à quelque chose, laboratoire vivant, était aussi mal compris que Living Lab, et Living Lab étant disons étant un vocabulaire international, on a préféré donc garder ce mot pour la création de ce réseau. Donc, ces Living Labs sont donc des laboratoires sans mur qui sont focalisés sur des enjeux sociétaux et des activités de recherche-action. Donc, c'est ce partenariat académique-privé sur des territoires, hein, donc vraiment ancrés dans les territoires, et qui sont bien sûr associés au déploiement des solutions fondées sur la nature et à l'étude de leur évolution et de leurs effets, donc, dont on parle depuis tout à l'heure, leurs effets sur la biodiversité, mais aussi sur répondre à ces questions sociétales et aux enjeux économiques régionaux. Donc, ils mettent en œuvre, c'est pour ça qu'on les appelle des living labs ou des laboratoires sans murs, ils mettent en œuvre des collaborations académiques et non académiques à toutes les étapes du processus de la recherche. C'est déjà sur le point sur lequel j'ai insisté tout à l'heure quand on a parlé donc de Rapport sociétal. voilà, de l'apport sociétal. Donc, c'est un graphique qui vous permet donc de visualiser, je l'espère, cette co-construction. C'est-à-dire qu'on a donc les 4 types de partenaires qui seront à la fois sur le terrain pour répondre donc à un problème sociétal, donc que ce soit des problèmes de conservation de la biodiversité, enfin, donc Thierry les a développés, des problèmes de santé, des problèmes d'inondation, d'incendie de forêt, etc. Donc, on a ces 4 types de partenaires, donc le secteur privé, les entreprises, les utilisateurs de ces solutions, les utilisateurs finaux, les citoyens, le domaine de la recherche donc, et les universitaires, et le secteur public, l'administration, comme les agences de l'eau, les mairies, etc., ou l'OFB, qui sont aussi sur le terrain. Donc, on veut que ces 4 types d'acteurs agissent constamment
au niveau, à toutes les phases de la construction de ces solutions fondées sur la nature à l'intérieur des Living Labs. C'est-à-dire à la fois à la phase où on se met tous autour de la table, on discute, on a un problème, comment on va faire pour avancer en utilisant les solutions fondées sur la nature. Mais on veut que cette co-construction continue à travers la mise en place, donc cette phase 2 à la mise en place de ces solutions fondées sur la nature. Donc, on se met pas autour de la table et puis après on se dit au revoir et on attend que, par exemple, les chercheurs la construisent. On veut vraiment qu'il y ait cette co-construction continue, même au moment de la mise en place et surtout, enfin, sur l'analyse des résultats et l'évaluation. Et c'est qu'en faisant cette co-construction et cette co-évaluation qu'on va pouvoir passer à des phases additionnelles qui sont aussi importantes, qui sont la dissémination. Je vous ai dit tout à l'heure que Solubiode avait une forte tâche de dissémination des travaux, des résultats et des solutions fondées sur la nature. C'est aussi en ayant cette co-construction très solide qui va nous permettre de passer à des changements d'échelle, c'est-à-dire voir à partir de l'expérience comment on peut monter de nouvelles expériences en bénéficiant donc à la fois des plus et des moins de ce qu'on aura pu faire dans ces Living Labs. C'est aussi ce qui va nous permettre de les répliquer régionalement et nationalement. Oui, c'est bon. Donc, ce projet, dans un premier temps, donc, je vous ai présenté, il y aura deux phases. Donc, cette première phase, qui est plus, on va dire, top-down, ça a été la création donc, de 11 Living Labs qui mobilisent, c'est quand même un gros projet, hein, ces 11 Living Labs mobilisent 65 laboratoires de recherche, 38 tutelles académiques, que ce soit des organismes de recherche, des universités, des établissements d'enseignement supérieur. Il mobilise 150 acteurs de la société, donc il y a 150 acteurs de la société qui ont en tout cas aidé à la construction de ces Living Labs et qui vont participer, on l'espère tous, activement sur le terrain, donc que ce soit les services de l'État dont je parlais tout à l'heure, les établissements publics, hein, il y a dans des Living Labs, il y a des lycées, par exemple, d'enseignement professionnel qui veulent travailler dans ces Living Labs au niveau de l'enseignement, les collectivités, les mairies, etc., les aires protégées, les associations, les entreprises, les citoyens et aussi, dans certains cas, des sociétés interprofessions. Donc, pour créer ces 11 Living Labs rapidement, et parce qu'on savait qu'il y avait déjà une dynamique qui existait sur les territoires, on s'est appuyé pour la plupart de la création de ces Living Labs sur des structures qui existaient déjà, puisqu'il y avait déjà une dynamique entre la science et la société, par exemple, dans ces zones ateliers ou dans ces observatoires au milieu ou dans d'autres, parce que donc, comme ce lien existait déjà, ça allait nous permettre de monter en échelle assez rapidement et on l'espère d'avoir des preuves démonstratives d'interaction et de co-construction sciences-société dans ces 11 Living Labs, donc autour des solutions fondées sur la nature. Donc, c'est donc un projet qui assemble un certain nombre d'acteurs donc qui vont vraiment s'engager pour cette mise en œuvre et l'évaluation, j'insiste, de ces solutions fondées sur la nature pour participer à ces changements transformatifs dont notre société a besoin. On s'est réservé donc ces Living Labs sur les 4 priorités de milieu et d'innovation sur lequel donc Thierry vous a déjà présenté. Non, c'est moi qui vous laissé présenter, pardon. À la fois sur les milieux côtiers, dans les aires protégées, donc c'est les milieux favorisés sur lesquels le Solubiode a l'intention de travailler. Ces milieux côtiers, les aires protégées, les milieux urbains et le milieu agricole. Et ce sera donc en lien, ces Living Labs ont été créés autour de liens et de défis scientifiques et sociétaux donc, qui ont été relevés à l'intérieur de ces Living Labs, donc répondant aussi à ces dimensions des défis scientifiques dont Thierry a parlé précédemment. Donc, ces 11 Living Labs, vous les voyez, donc ils sont répartis selon les milieux étudiés et donc sur cette carte de France qui englobe les Outre-mer, donc avec des Living Labs qui vont
s'intéresser donc au milieu côtier, que ce soit le Living Lab Ponant, donc sur la mer d'Iroise, le Living Lab Medcos qui est sur le littoral méditerranéen, en comprenant donc des terrains en Corse, et aussi Magellan qui est donc en Guyane et qui s'intéresse donc au milieu côtier et plutôt de mangrove en Guyane française. Des living labs, on va dire plus de nature, milieu agricole, milieu sauvage, donc à la fois dans les Deux-Sèvres, à Bacchus qui est donc dans le Bordelais et qui s'intéresse plus donc à l'agriculture biologique autour de la vigne, de Sèvres, donc on est dans des grandes plaines céréalières et comment on arrive à travailler en agriculture biologique avec les agriculteurs des Deux-Sèvres, Gascogne qui est sur aussi donc en milieu agricole et sur le lien enfin le lien du pays entre paysage et solutions fondées sur la nature et comment ces solutions fondées sur la nature vont permettre les interactions au niveau paysagère essentiellement. Donc en milieu urbain, je vous ai déjà parlé donc des grandes villes qui étaient associées donc à ce programme, donc Paris, Île-de-France, un Living Lab Antares on en reparlera un peu plus tard sur la métropole de Lyon, et enfin donc l'UNAM qui est sur la métropole ville de Montpellier. Et donc des Living Labs qui vont s'intéresser plus aux aires protégées comme solution fondée sur la nature. C'est celui donc qui se monte actuellement, enfin qui est déjà d'ailleurs en action. On va aussi en parler prochainement donc dans les Alpes, et un autre en Polynésie française autour des aires marines protégées sur la continuation terre-mer en Polynésie française et l'implantation des solutions fondées sur la nature sur ce territoire. Donc, à titre d'exemple, le projet, la création de ce Living Lab, donc en milieu alpin, donc autour donc du parc, des différents parcs qui existent, qui soient nationaux ou des réserves nationales dans les Alpes. Donc, c'est un Living Lab qui s'implante dans les aires protégées, qui vont permettre de voir comment ces aires protégées s'insèrent dans les solutions fondées sur la nature, comment au niveau de ces Living Labs, on peut intégrer des actions qui sont basées sur la biodiversité à l'échelle des territoires. Évidemment, on est en milieu montagneux et donc chaque vallée a ses caractéristiques propres à la fois de biodiversité et de fonctionnement écologique. Aussi pour favoriser la réplication d'initiatives pilotes, c'est-à-dire que c'est toujours ce montage à échelle dont on a parlé depuis un certain temps, de travailler aussi sur la solidarité au sein des territoires par à la fois l'apprentissage et les échanges d'expériences entre les différents territoires donc dans ces aires protégées. Donc, les participants à ce Living Lab, donc à la fois, j'ai assisté à un certain nombre de leurs réunions. Donc, c'est vraiment une co-construction entre donc les participants de la vallée, les responsables de parcs ou de réserves naturelles. Ils ont décidé de travailler dans 3 territoires contrastés. À la fois donc celui du pays de la Meije pour ceux qui connaissent les Alpes. Donc, on a un paysage à la fois donc agro-pastoral de haute altitude et à haute valeur culturelle. Les Trois-Vallées, qui est un paysage de haute altitude où il y a un changement de passage du tourisme hivernal intensif et des problèmes d'enneigement dont vous avez tous entendu parler, et de la conservation de la nature. Et un troisième chantier, troisième territoire en construction actuellement, qui est donc un peu plus bas dans les vallées, c'est Champsaur, où c'est donc un paysage agricole potager, mais ici on est dans un cas de moyenne montagne. Donc, à titre d'exemple, par exemple, dans les Trois-Vallées, les communautés autour des Living Labs réfléchissent à plusieurs problèmes, enfin solutions à des problèmes rencontrés donc dans ces territoires.
l'érosion des talus, avec donc la prévention, comment on va prévenir cette érosion des talus et dans certains cas, comment on va même pouvoir les restaurer, comment on fait, avec quelles solutions implanter, évidemment sur des solutions fondées sur la nature. Il y a beaucoup de discussions autour de la revégétalisation des pistes de ski. Quelles espèces, quelle diversité, enfin, vous retrouvez les problèmes dont on a déjà parlé. La restauration des berges de rivière, beaucoup de berges de rivière se sont effondrées et c'est important donc de les remettre en place à la fois pour la qualité de l'eau et aussi pour servir de refuge et de protection à un certain nombre d'espèces. La création donc de zones de quiétude, ces zones de quiétude, c'est tout à fait une innovation locale, faite avec les réserves naturelles où les partenaires sur le terrain ont voulu créer ces zones qui vont permettre à la fois c'est des zones qui vont être complètement protégées, qui vont permettre l'installation, par exemple la nidification d'un certain nombre d'oiseaux, puisqu'on revient tout à l'heure à la question sur les sciences participatives, il y a beaucoup d'ornithologues qui travaillent donc à la création de ces zones et qui sont en train d'étudier comment les espèces d'oiseaux notamment reviennent à l'intérieur de ces zones de quiétude et peuvent donc renforcer les populations d'oiseaux localement. Et aussi donc la restauration des zones humides. Vous n'êtes pas sans savoir que la création de beaucoup de pistes de ski a entraîné la fermeture et le remblaiement d'un certain nombre de zones humides pour pouvoir évidemment avoir des tracés beaucoup plus droits. Et donc dans un certain nombre de pistes, enfin de zones, actuellement envisagées la restauration des zones humides. C'est pas simple. Comment on enlève toute une structuration de pistes de ski et comment on va réimplanter et restaurer la qualité du paysage. Dans le pays de la Meije, qui est donc un paysage plus donc agro-pastoral, les partenaires veulent vraiment préserver la valeur identitaire et touristique du paysage. On part du tourisme, disons, d'hiver sur le ski vers le développement d'un tourisme plus vert et d'un tourisme autour du paysage et l'agrotourisme et les activités à la fois éducatives et scientifiques sur la biodiversité. Travailler aussi sur la gestion des arbres et des ligneux pour l'ombrage et pour la gestion des risques, notamment d'inondation et éventuellement la bioénergie. Préserver les prairies de fauche et leur biodiversité. Cultiver, donc ils ont un certain nombre de programmes sur la culture à haute valeur ajoutée de certaines espèces de plantes emblématiques, qu'elles soient médicales ou qu'elles servent pour l'alimentation personnelle et de jardins potagers, et aussi par ces processus sociaux, l'étude de ces processus sociaux dont on parle depuis tout à l'heure. Ce Living Lab va aussi permettre un soutien aux agriculteurs et à les aider dans la gouvernance de ces différentes activités. Donc, c'est un Living Lab qui se veut vraiment une approche transversale, intervallée, pour permettre collectivement d'élaborer une grille de caractérisation des solutions fondées sur la nature. On en a présenté un certain nombre, mais qui sont donc adaptées aux aires protégées et répondre à la question: est-ce que les aires protégées sont des solutions fondées sur la nature et comment elles participent donc activement à l'élaboration de ces solutions fondées sur la nature? Identifier donc l'ensemble des solutions fondées sur la nature existantes à l'intérieur des différentes vallées. On parle aussi de SFN cachées, puisque les aires protégées sont des actions qui existent depuis assez longtemps dans ces parcs et dans ces réserves naturelles. Un certain nombre répondent aux critères des solutions fondées sur la nature sans en avoir pris le langage. Et donc, c'est important d'arriver à caractériser ces solutions fondées sur la nature dans ces parcs et dans ces réserves, de faire ce fameux diagnostic socio-écologique pour identifier les forces et les faiblesses du territoire en lien donc avec les objectifs de Living Lab sur les SFN. Et enfin, donc, puisqu'on parle de passage à échelle, de coproduire des trajectoires de développement de ces solutions fondées sur la nature dans plusieurs vallées, dans le cadre d'une stratégie cohérente, toujours co-construite pour amplifier donc ces solutions fondées sur la nature, qui vont permettre de répondre aux objectifs des solutions fondées sur la nature. Donc, on en a déjà parlé, c'est lutter contre la perte de la biodiversité,
promouvoir la solidarité écologique, contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation des espèces et des milieux, et améliorer la durabilité des systèmes agricoles et touristiques. Donc un autre Living Lab sur lequel donc on est particulièrement investi, et d'ailleurs c'est à cette occasion, donc ce Living Lab a été mis en valeur lors du lancement de Solubiode, puisque le lancement de Solubiode s'est fait à Lyon. Donc nos partenaires du Living Lab Antares, donc qui est donc sur la métropole et la ville de Lyon, étaient présents et au début du lancement ont montré donc aux gens qui étaient venus un certain nombre de leurs actions autour des solutions fondées sur la nature. Donc, c'est un Living Lab qui couvre l'ensemble de la métropole, mais avec, dans un premier temps, un focus sur un certain nombre de sites, que ce soit donc au centre-ville, que ce soit dans la périphérie nord de la Doua, avec aussi d'autres centres comme Confluence. Hein, c'est surtout d'ailleurs ces sites autour de Confluence que nous avions visités lors du lancement, et des zones périurbaines à la métropole dans le cadre de Isroux. Donc, l'objectif 1, c'est d'évaluer la performance, au centre de la métropole de Lyon, d'évaluer la performance des solutions fondées sur la nature, basées sur la végétalisation, pour répondre donc, à un certain nombre de défis sociétaux. Donc, que ce soit le défi de justice et d'équité au sein des différents territoires, c'est-à-dire on parle de justice environnementale, c'est où est-ce qu'on implante ces sociétés fondées sur la nature, est-ce qu'on favorise pas certains quartiers par rapport à d'autres, afin de permettre donc à la fois une valeur et des accès équitables à l'ensemble de l'habitat grâce à ces solutions fondées sur la nature. Euh, on est évidemment en milieu riverain, sur le Rhône et la Garonne, et donc ces solutions fondées sur la nature, dans certaines zones, devront permettre la réduction du risque d'inondation, vont permettre, grâce évidemment à des ombrages ou à des solutions encore plus élaborées, de permettre l'atténuation et l'adaptation, l'atténuation du changement, enfin, de la montée en température et de l'adaptation au changement climatique. Sur des sols qui ont été pollués par différentes activités chimiques, par exemple, on en a donc visité à Lyon, donc au début du mois, des activités de dépollution sur des sols qui avaient été donc assez pollués par des entrepôts chimiques. Aussi, une pollution importante qu'on oublie souvent dans ces actions, c'est la pollution par le bruit. Donc, ces CSFN vont répondre aussi à ces atténuations du bruit, vont permettre la santé et le bien-être des habitants, et offrir des opportunités économiques et le développement de nouveaux métiers. Toutes ces actions donc autour des SFN agissant en synergie, et vont permettre d'évaluer et de faire les compromis entre à la fois les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux. L'objectif numéro 2 de ce Living Lab, donc Antares sur la métropole de Lyon, c'est donc améliorer l'état de la biodiversité. Hein, donc, c'est quelque chose dont on parle depuis le début. Donc, on est ici dans le cadre de solutions fondées sur la nature dans le milieu urbain. Et on va donc les partenaires académiques et non académiques, et c'est là où je reviens sur l'activité des citoyens à l'intérieur de ces Living Labs. Le recensement d'espèces d'oiseaux, d'espèces de papillons, enfin faire des inventaires, c'est important. Mais le Living Lab Antares a aussi pour objectif de faire participer donc les citoyens à des relevés, on va dire plus high-tech, c'est-à-dire les nouvelles méthodes de relevé, c'est-à-dire de faire des relevés, par exemple, de les aider et de leur faire comprendre justement les relevés de bruit. Le bruit peut être une pollution, mais aussi peut permettre, grâce à l'acoustique, de relever un certain nombre d'espèces dans un territoire. Il y a le fameux ADN environnemental qui permet de recenser l'ensemble des espèces à l'intérieur d'un milieu. La photo, les pièges photographiques permettent de recenser des faunes. Donc, c'est aussi de faire participer
les partenaires civils à ce genre de relevé sur le terrain et pas seulement se contenter d'écrire des listes d'espèces et de les faire participer aux nouvelles technologies qui permettent d'aller un peu plus loin sur l'évaluation donc de la biodiversité dans un territoire et de voir comment elle peut évoluer dans le temps. Donc ça va nous permettre, enfin ça va leur permettre d'étudier et d'envisager la dynamique et l'adaptation de la biodiversité locale, donc en milieu urbain, qu'elle soit végétale, animale, mais aussi microbienne. De regarder aussi, d'évaluer la diffusion des vecteurs de maladies et des espèces invasives. Hein. C'est souvent des fois un reproche qu'on fait aux solutions fondées sur la nature. Est-ce qu'en mettant plus d'arbres dans la ville, on ne va pas faire venir les moustiques ou les rongeurs? Donc c'est vraiment un enjeu qu'il faut aussi. Il ne faut pas qu'on se cache derrière en disant les solutions de la nature, c'est super beau et il n'y a pas il n'y a pas que des bénéfices, il peut y avoir des fois des vecteurs négatifs. Et donc, c'est important pour devoir et d'évaluer et de répondre à cette question sur les solutions fondées sur la nature et les vecteurs de maladies. Est-ce qu'ils en portent des bénéfices ou est-ce que parfois ils peuvent favoriser l'implantation de certaines espèces? Et aussi, donc, toute une étude sur la perception de ces solutions fondées sur la nature et ces relations donc entre les humains et les non-humains autour des SFN. Donc le troisième objectif sera quels sont les processus clés au niveau de ces SFN, c'est-à-dire quels sont les facteurs à la fois biophysiques, écologiques et aussi sociaux qui vont faciliter la mise en œuvre et maximiser la performance de ces SFN. On a déjà parlé depuis tout à l'heure des normes, des règles, des représentations, des outils financiers. Quels vont être les scénarios qui vont permettre donc à l'intérieur de ces SFN urbaines leur déploiement et leur impact, puisqu'ils vont être co-construits avec les acteurs du territoire, donc des outils multi-objectifs et évaluer donc les leviers et les verrous qui permettent donc de déployer ou non ces solutions fondées sur la nature en milieu urbain. Donc, ce sera une évaluation systémique des SFN, un rôle pour l'adaptation et la résilience de la biodiversité et des groupes sociaux sur le territoire face donc aux changements globaux et quelles sont donc les priorités, donc participer donc avec les politiques publiques pour définir quelles sont les priorités territoriales autour de la métropole de Lyon et donc en milieu urbain. Et je passe la parole à Thierry pour Tout à fait, pour assez rapidement, pour qu'on ait du temps pour les questions. Merci Martine. Donc, je vais vous présenter le troisième Living Lab qu'on a choisi pour cet exposé, donc qui s'appelle Deux-Sèvres. Donc, vous avez imaginé sa location géographique. Comme l'a dit Martine, un certain nombre de ces dispositifs s'ancrent dans des dispositifs préexistants. Et ici, en l'occurrence, c'est une zone atelier qui est la zone atelier Plaine et Val de Sèvres. Donc, c'est au sud-ouest du département des Deux-Sèvres, pour ceux qui connaissent, entre les villes de Niort et Melle. Donc c'est un territoire, cette zone atelier, d'un peu plus de 450 km². Et en l'occurrence, il y a dans ce site des suivis de long terme par nos collègues de Chizé sur la biodiversité, sur les pratiques agricoles, le fonctionnement des écosystèmes, mais aussi, et c'est une originalité de ce Living Lab, la consommation alimentaire au niveau notamment des établissements scolaires de la région. Et le Living Lab, plus précisément dans le cadre de ce Lubiode, se déploie dans les zones Natura 2000, qui représentent donc zones d'intérêt écologique et des habitats écologiques, notamment pour les oiseaux, qui représentent à peu près 50% de la surface de la zone atelier, avec des espèces emblématiques comme l'outarde canepetière, par exemple, qui est une espèce d'oiseau emblématique de ces milieux de grande plaine. Alors, on pourrait qualifier finalement ce Living Lab d'un laboratoire pour l'analyse de la transition agroécologique, une plaine agricole, des paysages ouverts, un climat atlantique, finalement une densité de population assez faible et essentiellement des cultures arables, de grandes cultures, notamment des cultures oléagineuses, un tournesol, colza, du blé, et puis polyculture élevage, puisqu'il y a des élevages de bovins et de caprins, et donc des exploitations agricoles qui produisent une partie, tout ou partie de leur nourriture sur le site, donc activité d'élevage, activité agricole, mais aussi d'autres activités socio-économiques qui peuvent parfois venir en antagonisme, en tout cas apparent, avec l'activité agricole, l'apiculture, très présente dans la région, la chasse, le tourisme et un certain nombre d'activités nature au-delà du tourisme, notamment les ornithologues qui sont des grands
qui fréquentent beaucoup, il manque un T, activité, excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe, sur ces espaces. Alors, finalement, l'ambition au travers de Living Lab, c'est de se dire, on a un système agroalimentaire qui est ce qu'il est et qui a évolué et qui va évoluer sous l'influence du changement climatique. On a la problématique de la transition agroécologique de la production agricole qui nous interpelle. Peut-on, à partir du déploiement de solutions fondées sur la nature, notamment d'aménagement paysager, travailler à rendre opérationnelle la transformation du système à la fois de la production mais aussi de la consommation euh, à l'échelle du territoire pour augmenter la résilience du territoire par rapport au changement climatique. Donc les questions qui sont abordées sont, je dirais, à la fois classiques mais aussi innovantes parce qu'on rentre la logique solution fondée sur la nature. C'est poursuivre l'analyse de la dynamique de la biodiversité parce qu'on sait que cette biodiversité, elle est à la base finalement de l'ensemble de la production alimentaire, que ce soit pour l'homme ou les animaux. Donc on a besoin de continuer à voir comment évolue la biodiversité, mais aussi en même temps de tester sur le terrain avec les agriculteurs et les apiculteurs des solutions fondées sur la nature basées sur l'échelle du paysage pour réduire l'empreinte de l'agriculture, mais aussi de l'apiculture sur l'environnement. Quand on parle d'empreinte de l'apiculture, j'anticipe peut-être une question, c'est de voir comment on peut avoir à la fois des pollinisateurs sauvages et les pollinisateurs domestiques que sont l'abeille domestique dans un même milieu sans qu'il y ait compétition, par exemple, pour la ressource alimentaire entre ces différents types de pollinisateurs, stopper la perte de biodiversité et améliorer la santé humaine au travers du troisième point, qui est la réduction de l'exposition aux pesticides en réduisant l'usage de ces substances, en travaillant effectivement sur notamment les fonctions de régulation des agresseurs des cultures par la biodiversité, mais aussi réduire pour les cultures elles-mêmes l'exposition aux agents pathogènes. Et pour cela, finalement, les collègues ont 5 axes de travail, 5 sujets prioritaires. Comment on analyse les synergies, les antagonismes entre différents services écosystémiques à différentes échelles. Il est très difficile de gagner sur tous les tableaux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il y a parfois des arbitrages à rendre entre des sujets prioritaires, d'autres qui le sont un petit peu moins. On ne peut pas maximiser tous les services écosystémiques à l'échelle d'un paysage. Comment finalement les agriculteurs s'emparent de cette problématique des solutions fondées sur la nature et comment on en fait des outils pour une stratégie efficace. Finalement, comment on peut mettre autour de la table et travailler ensemble de manière collective les apiculteurs, les agriculteurs pour à la fois améliorer la pollinisation des cultures, j'évoquais le tournesol, le colza, qui nécessite une pollinisation, enrayer le déclin des pollinisateurs sauvages. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une analyse à la fois écologique, mais aussi économique des stratégies des acteurs. Comment finalement on passe de processus de conception à une de sensibilisation, pardon, à une relocalisation du système agroalimentaire. Et ça, c'est le lien au développement des projets alimentaires territorialisés, où on a effectivement l'ancrage notamment avec les systèmes, la restauration collective, notamment la restauration scolaire. Et puis finalement, est-on capable de faire une analyse objective de l'évolution de la santé et du bien-être des acteurs des territoires, des populations qui vivent dans ces territoires, afin d'avoir, au-delà de l'évaluation sur la biodiversité, une évaluation de l'effet des solutions fondées sur la nature sur le ressenti des populations et sur finalement l'équilibre qu'ils trouvent avec ce territoire en transition vers l'agroécologie. Voilà, c'était peut-être un petit peu long, excusez-nous, on a été un peu bavard avec Martine, mais ça vous montre que le sujet nous passionne et on peut ouvrir maintenant le champ pour des questions si vous en avez. Et j'arrête une fois de plus mon partage d'écran. C'est vrai qu'il reste très peu de temps pour les questions, mais je note et je remarque que chacune de vos interventions pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi. Il y a une telle, oui, oui, vraiment, j'ai des montagnes de questions et je sais qu'on n'aura pas tout le temps parce qu'on finit à 10h30. Donc, on va essayer juste d'en traiter quelques-unes, sauf si les journalistes souhaitent les poser eux-mêmes, mais il arrive fréquemment qu'ils recontactent les orateurs par mail. Je vois que Julien le Pro, d'ailleurs, nous a rejoint aussi, donc de la Fondation Good Planet. Bonjour Julien. Et alors, je voudrais juste très vite, concernant, alors, je repose la question, est-ce que les journalistes veulent se manifester? Pas encore? Ok. Concernant la métropole de Lyon, Lyon a affiché un record de 41,4 degrés le jeudi 24 août. Selon les projections, les températures de cette ville pourraient ressembler à celles de Madrid d'ici à 2050 et d'Alger avant la fin du siècle, sauf qu'il n'y a pas la mer pour se rafraîchir.
Donc, est-ce que les solutions fondées sur la nature qui sont envisagées sont à la mesure, à la dimension de la situation? Et est-ce que là, le réchauffement ne va pas aller plus vite? J'ai une deuxième question, alors là, qui à mon avis va être peut-être un peu trop longue à répondre, mais je la pose quand même. Le rôle du mycélium, c'est-à-dire du réseau fongique, dans la captation du CO2, est-ce qu'il fait partie des champs de recherche ou des champs traités dans les Living Labs, dans votre, dans le projet que vous menez? Et enfin, j'avais une autre. Oui, la réapparition des haies, des bocages, qui semblent reprendre un peu de vigueur depuis quelque temps, je crois en Bourgogne ou en Bretagne notamment. Comment s'intègre-t-il aussi dans vos projets? On n'a pas beaucoup de temps pour répondre à tout ça, D'accord. mais Alors, je vais peut-être répondre on va les reprendre dans l'ordre inverse si vous voulez, c'est peut-être plus facile. oui, bien sûr. C'est comme un petit peu Martine tout à l'heure. Alors, les haies, typiquement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon d'écologie paysagère des infrastructures semi-naturelles ou naturelles. Donc, ça structure le paysage. C'est quelque chose qui fait partie des solutions fondées sur la nature, clairement, avec des effets positifs sur l'atténuation du changement climatique, stockage de carbone au pied des haies, production de biomasse, sur la régulation du microclimat. C'est des brise-vents aussi très très importants qui protègent les cultures qui sont à proximité. Et ce sont des réservoirs de biodiversité spontanée, herbacées, des insectes, y compris des espèces utiles pour la régulation des bioagresseurs. Donc c'est vraiment au cœur de beaucoup de projets. On a parlé de la Gascogne, on a parlé de Chizé à l'instant, enfin Plaine et Val de Sèvres, ça fait partie de ces objets. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est convaincre les agriculteurs que la haie n'est pas l'ennemi, ce qui a été pendant longtemps, enfin l'arbre n'est pas l'ennemi, et qu'il faut changer la vision, la perception par rapport à la présence de la haie dans une exploitation et comment on peut l'utiliser au bénéfice de l'exploitation, y compris d'un point de vue économique. Sur la question mycélium, alors on retrouve les questions je vais dire, de connexion entre les êtres vivants. C'est un peu Peter Wellben et la vie secrète des arbres. Cette notion finalement de fonctionnement des sols. Alors typiquement, et c'est Martine l'a dit, pour y revenir, sur la métropole de Lyon, quand on parle de restauration de sols endommagés, perturbés, pollués ou transférés, transportés, on est sur la mobilisation de tous les micro-organismes et macro-organismes. Alors micro-organismes, c'est les bactéries, les champignons, dont le mycélium dont vous parlez. Macro-organismes, c'est plutôt les vers de terre et d'autres organismes. Donc, toute cette vie du sol a vraiment un rôle important dans la structuration de ces sols qui ont été perturbés, dans leur dépollution et dans leur bon fonctionnement, y compris en termes de stockage de carbone et support d'une biodiversité ad hoc. Donc oui, ça fait partie des enjeux. On évoquait les outils d'ADN environnemental. C'est pas des choses qu'on peut observer facilement, les champignons des sols, mais on a accès maintenant à cette diversité avec des outils moléculaires. Et je signale, je fais un peu de publicité au passage, excusez-moi, la sortie d'un atlas de la diversité des champignons des sols qui est sorti au début du mois d'avril et qui fait la synthèse des connaissances sur ce que l'on sait de la diversité des champignons des sols à l'échelle nationale. Et puis sur la question de la température, Martine évoquait la visite qu'on a faite à Lyon au lancement de Solubiode. On est passé dans un quartier où effectivement ont été installés des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur, notamment ces endroits où effectivement on a enregistré des températures records. Et effectivement, la présence de végétation abat la température de 3 à 4 degrés par des phénomènes d'évaporation. Donc on a une baisse de la température. Votre question est très pertinente. Est-ce que ça sera suffisant pour le futur? Je ne peux pas vous répondre oui ou non. Ce qui est clair, c'est que ça ne sera pas suffisant si on ne fait rien pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc peut-être un message qu'on n'a pas mis dans la présentation, mais qui pour moi est très important, c'est que toutes ces solutions fondées sur la nature ne vont pas se substituer à des efforts de réduction de nos émissions, donc d'atténuation. Si on ne travaille pas sur la source du problème, que sont les émissions de gaz à effet de serre, on pourra prendre toutes les solutions qu'on veut, qu'elles soient technologiques, fondées sur la nature, ou n'importe quoi, on ne pourra pas résoudre l'équation d'un climat qui change. C'est vraiment en travaillant sur les deux dimensions, l'adaptation via les solutions fondées sur la nature notamment, et l'atténuation qu'on pourra résoudre ce défi climatique. C'est un peu D'accord. rapide, excusez-moi. Non, 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 c'est très bien. Il y a deux questions de Alexandrine Racinet d'abord. Thierry Caquet, auriez-vous la possibilité de vous communiquer le nom du responsable du Living Lab des Deux-Sèvres? Oui. Savez-vous si des portes ouvertes ou des visites seront organisées pour la presse? Merci d'avance, etc. Donc, si vous avez la possibilité donc de répondre à Alexandrine. Et Julien Le Provost de Good Planet qui demande si les solutions fondées sur la nature sont bien comprises et acceptées par les populations locales.
Et ensuite, moi, j'en avais une, mais aussi pareil, ça fera l'objet sans doute d'un webinaire en soi, qui est l'interaction entre santé publique et solutions fondées sur la nature, que vous avez abordé effectivement et qui me semble tout à fait crucial. Les solutions fondées sur la nature pourraient-elles générer ou attirer des populations d'insectes pas forcément bénéfiques? Donc, pour Julien, est-ce que vous pourriez lui dire, pour les populations locales, quelle est la réception? Alors, je prétendrai pas avoir une vision exhaustive, mais Mhm. Martine complétera. Je pense qu'il y a, Martine, il y a il y a un vrai sujet, et on l'a voilà. abordé hier avec un groupe de travail, c'est quand on parle de l'urbain notamment, puisque c'est beaucoup là que ça s'est développé quand même en date assez récente, c'est que souvent est associé à finalement à cette renaturation de l'urbain, une modification du spectre socio-économique des habitants de ces quartiers. On parle pas souvent de gentrification. C'est un sujet en soi que des collègues dans Solubud vont aborder, et de notion de finalement d'équité et de justice environnementale. Donc c'est pas un sujet simple parce qu'effectivement il peut y avoir une dérive qui consiste à prioriser certains habitats, certains quartiers par rapport à d'autres, ou d'orienter l'évolution de ces quartiers parce qu'on va les rendre plus finalement acceptables ou vivants ou vivables que d'autres. Je sais pas Martine si tu veux compléter là-dessus, mais c'est un vrai sujet de préoccupation. Oui, ben non, je pense que tu as bien répondu et on n'a pas non plus là, disons en 2 secondes, la possibilité de répondre à ces questions qui sont de toute façon diversifiées. Donc, autant en milieu urbain, donc tous ces problèmes de justice et de gentrification existent. En milieu rural, bon, ben, il y a aussi des discussions autour des solutions fondées sur la nature. On parlait des haies, on a tous entendu parler des réflexions autour des haies. Donc, il y a vraiment tout un chantier autour de cette acceptabilité sociale des solutions fondées sur la nature, qui est un des gros enjeux, hein, puisque c'est l'enjeu numéro 2 qu'a développé Thierry, de ces solutions fondées sur la nature. Donc on n'a pas la réponse là aujourd'hui, on espère qu'on l'aura rapidement et que justement un de ces centres, de ces groupes de synthèse s'attachera à un certain nombre de ces problèmes, comme celui de la justice environnementale autour des solutions fondées sur la nature. Très bien. Alors sur la question pour le contact, je sais pas, on passera peut-être par le service de presse pour Alexandre Dracinet, hein. Donc c'est, enfin les deux pilotes du Living Lab sont Sabrina Gaba pour INRAE et Vincent Bretagnol pour le CNRS. Donc c'est Ah oui. une joint venture, on va dire, CNRS INRAE depuis longtemps. Et sur la question, mais on va pas la traiter ici, de finalement ces solutions peuvent être des vecteurs de problèmes. C'est typiquement quelque chose, Martine l'a dit, hein, dans le cadre d'Antares. Mhm. Effectivement, il peut y avoir favorisation de la prolifération, en tout cas du déplacement d'espèces indésirables. Donc c'est quelque chose qu'il faut évaluer. C'est pas parce que, je te terminer par, je sais pas si c'est une boutade, mais c'est pas parce que c'est une solution fondée sur la nature que c'est forcément que des bénéfices, y compris pour l'humain et pour la biodiversité. Ça peut aussi être, on a eu la même problématique il y a quelques années avec les trams vertes, trams bleues. Ça peut être des couloirs, des corridors de pénétration pour des espèces indésirables. Et donc, il y a vraiment une évaluation à faire et donc un suivi aussi au fil du temps de ce qui se passe dans ces espaces pour justement prévenir, déjà en introduisant, évitant d'introduire peut-être certaines espèces qui peuvent avoir des effets indésirables sur la santé. Un exemple très précis, et là les métropoles, les villes s'en préoccupent beaucoup, c'est quelle espèce d'arbres et de végétaux on introduit pour revégétaliser la ville, notamment par rapport au risque d'allergie respiratoire. C'est un vrai problème que les élus appréhendent maintenant, parce qu'on peut avoir des essences très utiles pour refroidir le climat ou atténuer le changement climatique, mais qui sont par ailleurs porteuses de pollen qui sont très allergènes. Donc c'est un vrai sujet. Et puis il y a des espèces type vectrices. Sur la photo, on ne voyait pas forcément très bien. Il y avait le moustique tigre, donc qui fait partie de ces espèces indésirables. Et donc sur Antares, je prends cet exemple très précis, il y a une thèse qui commence sur comment les solutions fondées sur la nature finalement interagissent ou sont soit en synergie, soit en antagonisme avec la prolifération du moustique tigre, qui devient une espèce potentiellement, j'allais dire dangereuse, en tout cas qui est une espèce vectrice, par exemple par rapport à la dengue, qui commence à, oui, il y a des cas maintenant, non plus de cas importés, mais des cas locaux de dengue en France, liés notamment à la présence des vecteurs, et le moustique tigre fait partie je dirais, des bad guys dans le domaine. Merci beaucoup.
Nous avons un petit peu dépassé l'horaire, mais les sujets en valaient amplement la peine et je crois qu'on a tous bien compris qu'on allait se reparler bien, bien vite pour suivre l'évolution, évidemment, de ce projet magnifique. Je vous remercie beaucoup, Thierry Caquet, Martine Ausserre, Cécile Vitoun pour son aide extrêmement précieuse dans l'organisation de ce webinaire. Merci à vous, Esther, aussi. Et simplement, je reprécise que je l'ai mis dans le point Oui, dans le chat. C'est important sur ce programme, justement, sur 9 ans. Il y a une équipe derrière. Et en effet, au-delà des pilotes scientifiques, Guillaume Marchand, qui est Mm. chargé de communication, vraiment responsable communication de ce projet-là, peut vous mettre aussi en contact, vous, les journalistes, directement avec les porteurs des Living Labs. Mm. Donc, il faut surtout pas hésiter à contacter Guillaume qui est en ligne aussi aujourd'hui. Donc c'est guillaume.marchand@cnrs.fr. Voilà. Très bien. très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très dense, vraiment passionnant et ça ouvre en plus tout un champ de nouvelles idées pour d'autres webinaires. On va se revoir, bien évidemment. Merci à nouveau Thierry Caquet, merci Martine Ausserre, merci Cécile et ainsi qu'aux adhérents de la JE et autres participants. Très bonne journée, à bientôt. Merci. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci, bonne journée.